Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler des sollicitations. Alors qu'est-ce que j'entends par sollicitation? En fait, c'est tout simplement quelque chose que vous allez recevoir. Alors que ce soit un mail, que ce soit un courrier ou autre, euh, et qui va vous demander quelque chose. En gros, la plupart du temps, il y a une action à réaliser. Alors, plusieurs types de sollicitations auxquelles vous pouvez être confronté. La plus importante, c'est public, parapublic. Donc en gros, c'est l'État ou quelque chose qui est affilié à l'État, euh, où on vous demande de remplir telle chose ou on vous met en demeure de faire quelque chose. Alors un exemple peut être la déclaration initiale là, de cotisation foncière des entreprises. Dès le moment que vous faites une création, l'État va vous envoyer une espèce d'avis fiscal pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour que vous repreniez, que vous revérifiez votre fiscalité et surtout pour que vous déclariez quelque chose. En gros, ce document, c'est pour la CFE, cotisation foncière des entreprises, c'est-à-dire asseoir l'ancienne taxe professionnelle, c'est-à-dire en gros vous déclarez les mètres carrés que vous utilisez d'un point de vue professionnel chez vous ou une domiciliation ou ce que vous voulez. Et c'est un document qui peut advenir. Regardez la tête que ça a. Blabla, il faut remplir machin, où est-ce que vous êtes, blablabla, quelle est votre activité, là. En fait, vous reprenez des informations. Ça, c'est un document, par exemple, qui est crédible. Pourquoi? République française, blablabla, Code général des impôts, un CERFA, un numéro de CERFA. Ça, c'est un document légal, fiscal, légal, tout va bien, un numéro, et théoriquement, il doit y avoir une adresse qui doit traîner à quelque part. Vu que c'est un CERFA, ça c'est un CERFA type, donc il n'y a pas des masses d'informations de plus, mais il paraît assez crédible. CFE, etc. Et au pire, si vous avez un doute, vous pouvez toujours donner un coup de téléphone. Là, vu que ça parle le code général des impôts, c'est les impôts, c'est la DGFIP. Donc vous devez vous dépatouiller à essayer d'y répondre. Et au pire, vous téléphonez aux impôts pour essayer de savoir le pourquoi du comment, ou alors vous recherchez le numéro du CERFA, et in fine, vous allez savoir de quoi il en retourne. Donc ce document-là, il est très bien. Clock. Alors donc public, parapublic. Donc public, c'est les impôts, c'est l'État, c'est une déclaration d'impôt sur le revenu, hein, quelque chose. Euh, donc DGFIP, POF, il peut aussi y avoir l'URSSAF. Normalement, il y a une adresse, il y a un téléphone, il y a quelque chose. Ça peut être le tribunal de commerce. Si vous avez créé, vous dépendez du RCS, Registre commerce et des sociétés. Euh, des fois, le CABIS marqué imprimerie nationale. Intéressant aussi. Sécurité sociale. Voilà. Des indépendants, donc l'ex-RSI. CIPAV, MSA, c'est toutes des espèces de caisses des caisses pour la sécurité sociale, pour tout ce qui a un rapport avec, pour le CIPAF par exemple, ça peut être, c'est les caisses de retraite, ça, pour les professions libérales. MSA, c'est la sécurité sociale pour les agriculteurs. Vous pouvez à peu près croire ce qu'ils vont vous raconter parce que c'est parapublic, il n'y a pas de problème. Après, il y a les sollicitations commerciales. Vous pouvez recevoir une boîte qui va vous proposer des services. C'est possible, ça arrive souvent. Euh, et donc, soit vous faites affaire avec eux, soit vous ne faites pas affaire avec eux. C'est un petit peu à vous de voir, mais il faut essayer de savoir si c'est privé ou public. Et le problème des sollicitations, c'est pas forcément l'un ou l'autre, c'est celles qui sont entre les deux.
En gros, quelque chose qu'on n'arrive pas à définir, qui en réalité est du commercial, mais qui peut prêter à confusion avec la forme qu'ils peuvent utiliser. Bah, on n'arrive pas trop à savoir. Donc on ne peut pas savoir si on n'arrive pas facilement à le savoir. Donc après on est obligé de faire une recherche web pour essayer de savoir le pourquoi du comment, etc. Donc c'est là d'où vient le problème. Pourquoi vous recevez des sollicitations? Bon, bah alors si c'est public parapublic, c'est parce que c'est une obligation légale. Donc ça, a priori, c'est plus, il vaut mieux se renseigner, mais bon, la plupart du temps, c'est assez carré. Et donc pourquoi vous recevez des choses qui sont plus ou moins commerciales ou alors qui jouent un petit peu entre les deux selon la forme? Ben, en fait, ça c'est quelque chose qui existe depuis une éternité, mais qui a été carrément accéléré depuis la mise en place d'API. Alors, une API, c'est l'État qui fait des données ouvertes, ils appellent ça Open Data. Donc, en gros, vous discutez, vous êtes votre serveur, et vous allez discuter avec le serveur de l'État. La plupart du temps, c'est le répertoire sirène, c'est-à-dire c'est le répertoire de l'INSEE qui comptabilise toutes les boîtes créées en France, c'est-à-dire avec un numéro sirène SIRET. Et cette information-là, en fait, maintenant qu'elle est publique, on peut la récupérer automatiquement. Donc ça veut dire que on peut mettre en place des routines pour vérifier si une boîte existe, faire une recherche de texte ou autre. Et tous les champs qui sont justement dans ce répertoire sirène permettent en fait d'avoir une date et savoir quand il y a des modifications ou quand on a tout simplement une création. Et donc, si on a la possibilité d'aller le vérifier en automatique, eh ben, on a toutes les informations du répertoire sirène. Et donc, répertoire sirène public, qu'est-ce qu'il y a dans le répertoire sirène? Eh ben, il y a le nom de votre boîte, il y a l'adresse, il y a toutes les informations qui ont un rapport avec la légalité de votre boîte, de votre entreprise, personne physique, micro, et on peut récupérer pas mal d'informations. Et donc, ben, c'est visible par tout le monde, donc ben, on peut l'utiliser. Et surtout, ben, adresse postale. C'est surtout l'adresse postale qui peut être utilisée facilement. Parce que dans cette base de données, il n'y a pas l'email, il n'y a pas le téléphone, il n'y a rien du tout. On peut croiser des bases de données, mais ça devient compliqué. Donc en gros, c'est la poste. Voilà, vous recevez un truc par la poste, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement l'État qui vous l'envoie. Ça peut être n'importe qui peut vous l'envoyer. Un particulier peut récupérer les informations et savoir où est-ce que vous êtes, parce que c'est public. Voilà, parce que vous êtes dans la base. Après, autre chose, une petite astuce aussi, c'est tout ce qui est nom de domaine. Par exemple, vous déposez un nom de domaine pour votre boîte, ben, il y a des informations, surtout sur les .fr. Les .com, c'est facile à les cacher, mais sur les .fr, ben, c'est plus ou moins visible. Les .eu, il me semble aussi. Et donc, des fois, vous pouvez recevoir un courrier par la poste, si vous ne l'avez pas caché, parce qu'il y a toujours des options de cacher sur les noms de domaine, mais bon, et bah, vous recevez un courrier, il y a quelques années, il y a 10 ans, là, ça se faisait bien, là. C'était une espèce de boîte américaine qui faisait croire que vous deviez 50 euros, ou je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça, pour votre nom de domaine. Alors que vous ne connaissiez pas cette boîte, c'était pas avec eux que vous aviez acheté votre nom de domaine. Mais en gros, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils vous disaient remplissez ce bidule, renvoyez-le avec un chèque, je veux dire avec un paiement par carte, et en fait, c'était un prestataire qui gérait le nom de domaine. Euh, et donc en fait, bah, ça faisait un transfert de nom de domaine. Mais c'était pas du tout obligatoire. Sauf qu'il y en a plein qui se sont fait avoir en se disant ah bah tiens mon nom de domaine je vais le perdre, etc. C'est pas vrai, vous n'allez pas le perdre, il faut savoir à peu près ce qu'on fait. Alors pourquoi vous recevez des sollicitations surtout à la création? Bah, en fait il faut réfléchir un petit peu. Quand vous créez, alors vous pouvez être un briscard et créer plein de boîtes. Et créer des boîtes depuis les années 80. Donc ces personnes qui créent, elles savent quand il faut qu'elles répondent justement à ces sollicitations ou assez facilement elles peuvent le savoir. Par contre, la plupart du temps,
ceux qui créent une boîte, on ne crée pas 15 boîtes par an, hein. Donc on en crée une, deux dans toute sa vie. Et donc potentiellement, quand on crée une boîte, on n'est peut-être pas forcément au courant de toutes les spécificités. Donc les créateurs, c'est une belle cible si on a envie de faire de la sollicitation. On peut proposer des services, la personne pense qu'elle n'a pas le choix et elle paye. Surtout si on donne la possibilité de payer directement sur un site web par carte, par PayPal ou ce que vous voulez. La plupart du temps, c'est même pas par PayPal, c'est directement par carte. Parce que carte, on peut pas se faire rembourser facilement. Tandis que PayPal, on peut toujours dire ça, machin, c'est une arnaque et cloque. Et donc, création, si vous venez de créer une boîte, une micro, j'en sais rien moi, vous faites un truc de livraison de repas ou de pseudo VTC ou truc à vélo, enfin voilà, vous allez recevoir plein de trucs officiels parce que c'est super intéressant pour certains types de boîtes d'aller 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 vous solliciter d'une manière ou d'une autre pour essayer de récupérer un petit quelque chose. C'est toujours une question de je crois que les données avant Covid, c'était 200 000 créations par an. C'était quoi? Je sais plus si c'était 20 000 ou 200 000. En tout cas, il y avait beaucoup de créations. Et donc, si c'est une question de chiffres et de probabilité, ben, s'il n'y en a que 1% qui répondent, 1%, 200 euros pour une prestation, un coût de production, je sais pas moi, de 20 ou 30 euros, on peut faire une marge assez intéressante. Donc, il faut faire extrêmement attention. Donc, comme je vous disais, les légitimes, c'est l'État. Et puis après, tout ce qui est parapublic, ça peut être des caisses. Sait-on jamais, pourquoi pas. Donc, typiquement, il y a les impôts. Donc, vous pouvez ouvrir votre compte directement en ligne pour ce qu'on appelle le service impôt entreprise, le SIE. Sécurité sociale des indépendants, URSSAF, CIPAV, et il y en a tout plein. Au pire, si vous avez un doute, vous essayez de voir s'il n'y a pas un téléphone ou autre. Après, nous, ce qu'on a fait, on a déjà fait des fiches fiscales sur les créations d'entreprises et sollicitations. Donc en fait, on vous a mis une espèce de procédure, qui vous permet d'utiliser la procédure pour savoir si c'est crédible ou pas. De toute façon, si vous avez un doute, normalement c'est plus de la sollicitation commerciale. Donc en gros, toujours source de sollicitation, comme je vous ai expliqué, clock, présentation aussi, parce que ce qui peut être intéressant, c'est de regarder comment c'est présenté en fait. Parce que la plupart du temps, si c'est l'État, c'est carré. Par contre, si c'est une boîte privée ou un truc un petit peu bizarroïde, vous allez trouver des trucs bizarres. C'est-à-dire un espèce de logo qui est pas vraiment le logo qui est attendu, mais qui ressemble un peu à un logo qui vous fait penser à. Voilà, des fois on a vu des trucs là qui faisaient penser, c'était des espèces de logos qui faisaient penser au vieux logo de les acédiques, mais c'était plus ça, c'était plus ce logo là. Enfin bon, des fois ça joue un petit peu sur le visuel. Donc analyse grammaticale et orthographique. Voilà, quand il y a une sollicitation qui est un peu limite, il va y avoir des fautes d'orthographe et la grammaire, ça va être bizarroïde. Voilà, il va y avoir les ponctuations qui sont bizarres, des fautes d'orthographe dans l'adresse et autres. Le fond, donc la présentation, toujours jeter un œil. Le fond, vous voyez ce qu'il vous demande en fait. Et essayez de vous comprendre pourquoi vous recevez ce truc-là. Et est-ce que vous êtes concerné surtout parce que des fois, ça n'a absolument aucun rapport. Je vais vous donner un exemple là, juste après. Euh, et surtout, l'urgence. Si c'est un courrier où en substance on vous explique que vous avez une semaine pour payer par carte sur un site web que vous connaissiez pas du tout, qui peut être bien présenté, mais qui est bizarre, qui n'a pas des masses de contenu. Vous recherchez le nom de domaine et puis vous voyez que c'est un truc aux États-Unis, en Australie. Laissez tomber, c'est mauvais. Si c'est menaçant, je sais pas quoi, vous pouvez oublier. L'État est pas là pour vous menacer.
Normalement, le ton est toujours neutre, donc c'est pas ça. Si c'est marqué que c'est obligatoire et puis que ça clignote un peu de partout, mauvais signe. Faut pas se jeter dessus. Euh, une urgence aussi, le mode de réception. Comment vous allez recevoir ce courrier? Alors, si c'est un courrier tel quel et que vous récupérez dans votre boîte, a priori, il n'y a pas trop d'urgence. Je veux dire, c'est pas, il faut pas faire un truc dans la semaine. Si par contre, parce que d'un point de vue légal, euh, ce qui peut faire partir une procédure, c'est toujours un recommandé accusé de réception. Ou alors un huissier qui vous fait machin, qui note que à telle heure, vous, à tel jour, machin, vous avez reçu tel truc. Là, oui, là c'est un petit peu mieux. Bien que les huissiers, ça dépend, hein. Si c'est un truc parapublic, ouais, mais par contre, ça peut être aussi un prestataire qui vous demande, enfin, je dis un prestataire que vous n'avez pas payé, qui va vous envoyer un huissier. Mais même là, faut pas paniquer. Enfin, même en réalité, il faut jamais paniquer avec l'huissier, mais ça dépend un peu de ce que vous devez. Mais si vous recevez un truc d'huissier, la plupart du temps, vous allez savoir de quoi il en retourne. C'est pas un truc, c'est pas un spam qui est envoyé au hasard directement chez vous. Courriel. Courriel, il faut toujours faire attention. C'est pas que l'État ou du parapublic utilise pas le courriel, mais la plupart du temps, ils vous le font en double. Vous recevez un courriel, ok, mais il y a un courrier qui traîne à quelque part, ou alors sur votre impôt.gouv SIE, vous avez un avis, ça traîne d'une manière ou d'une autre. Un email que vous recevez qui sort de nulle part, vous savez pas qui vraiment vous l'envoie, une boîte Gmail, oubliez, c'est de la sollicitation. Donc vous pouvez directement le jeter. Ça sera pas plus méchant. Et puis de toute façon, toujours l'astuce, moteur de recherche. Vous essayez de savoir bah, quelle est la boîte, est-ce qu'il y a un sirène, vous essayez de savoir qui c'est. Et vite, vous allez vite vous rendre compte, vous regardez le code d'activité, le code NAS, et vous voyez qu'est-ce qu'ils font. Si c'est une boîte qui fait de l'impression, un truc d'imprimerie, bon bah, oublie, ils essayent de vous refourguer quelque chose. Et il y a des sites qui recensent pas mal de trucs un petit peu bizarres que vous pouvez recevoir. Alors, deux exemples. Clock, de courriers que certains clients nous ont renvoyés, bah, il y a un truc qu'on reçoit là de temps en temps quand on fait une création, affichage obligatoire. APE, affichage obligatoire, etc. Donc ça ressemble à ça, pouf pouf. Et donc bien sûr, truc de base, ça c'est obligatoire, blabla, vous avez une amende, nayana. Il faut payer, et surtout aussi, je vous ai pas dit, mais le numéro de téléphone. Quand vous commencez à avoir des espèces de numéros de téléphone 08, surtout les 08, parce que les 08, la plupart, il y a des numéros qui sont qui sont gratuits et puis d'autres qui sont payants. Alors des fois, il y a des 08, 9 quelque chose, là, c'est des trucs payants. Donc si vous recevez un courrier et puis il y a un 08, 9 quelque chose euh, pour avoir plus d'infos et que ça vous coûte 3 euros à la minute, c'est mauvais signe. L'État fait pas des trucs comme ça. Enfin, normalement, il n'est pas censé faire des trucs comme ça. Et là, dans cet exemple, par exemple, il demande 198 pour, au final, a priori, ça a l'air d'être une espèce d'affichette. Voilà, mais bon, si vous recherchez un peu, vous vous rendez compte que oui, c'est de l'affichage obligatoire. Mais c'est de l'affichage obligatoire si vous avez des salariés. Bon, 90% des boîtes, ils n'ont même pas de salariés. Donc, en gros, ce courrier, il est envoyé, d'après ce qu'on a compris, pour tous les créateurs. Donc, répertoire sirène. Ils ont récupéré les infos, puis voilà, ils l'envoient. Puis, ils font une proposition. Voilà. Et par exemple, la façon dont c'est tourné, là aussi, machin, prix, etc. Règlement CB ou chèque Nayana, délai d'expédition de la fiche sous 8 jours. Mais sauf que vu que c'est à côté dans l'entête du montant, on a l'impression qu'on a 8 jours pour le faire. Sauf qu'en réalité, pas du tout. Il y a absolument aucune urgence. Même si vous voyez obligation bidule, non, ça vous concernera même pas. Et même dans l'absolu, ce type de prestation, vous récupérez les textes légaux, vous les imprimez format A4, vous les punaisez au mur si vous avez des salariés, c'est terminé. Donc,
200 € pour une affichette, bah, à vous d'évaluer si ça vous paraît cher ou pas. Deuxième truc, alors qu'est-ce que c'était celui-là? C'était ah ouais, l'inscription RCS. L'espèce de courrier qui parle d'une boîte qui s'appelle Déclaration d'inscription annuaire des commerces et des sociétés. Vous vous dites, tiens, c'est le registre du commerce et des sociétés qui nous envoie. Pas du tout. En fait, ça, c'est une espèce de boîte qui n'a pas d'existence légale en France, mais qui part je sais plus quoi, là, de Californie. Le site web, on peut que payer directement par carte. Et puis en plus, ça n'a même aucun rapport avec le RCS, en fait. C'est juste une inscription bizarroïde pour quelque chose qui n'existe pas du tout. Et si vous recherchez un petit peu le nom de domaine, où est-ce que ça a été inscrit le .fr bidule, vous allez vous rendre compte que bah, ça n'existe pas, que la boîte, il n'y a pas de boîte en fait. Vous retrouvez avec le nom de domaine, vous retrouvez la personne, là c'était quoi? C'était à San Francisco. Une personne à San Francisco qui met pas son numéro son nom, parce qu'il l'a fait aux États-Unis. Ça, je savais même pas que c'était possible. Parce que les points .fr, normalement, si c'est des personnes physiques, on est censé l'avoir. Enfin bon, au final, c'est caché. On sait pas le pourquoi. Celui qui a GmbH, donc c'est une boîte allemande qui gère le nom de domaine. Euh, Très bizarre, très bizarroïde. Et donc, si vous recherchez un petit peu, normalement, vous trouvez facilement le tout. Après, vous pouvez aussi voir, voir si c'est crédible ou pas. Vous voyez l'espèce de logo là, une espèce de, je crois que c'est un vieux logo des acédiques. Enfin, ça fait plus ou moins penser Pôle emploi, acédique, etc. Il n'y avait pas de numéro de sirène, il n'y avait même pas d'adresse de la boîte, parce qu'en réalité, il n'y a pas de boîte derrière. Donc vous pouvez prendre ça et le mettre à la poubelle, c'est sans aucun problème. Et en plus, je crois qu'il y avait des fautes d'orthographe dans le truc. Voilà, votre inscription sera annulée. Sérieux. Qui fait ce type d'erreur là? Toc, voilà, donc c'était RCS. Et donc c'était bah, c'est pareil, ça a été envoyé par courrier. La base de données est gratuite. Et donc vous pouvez même extrapoler un petit peu. Maintenant que les informations sont facilement récupérables, ah, c'est la fête, hein. Vous allez recevoir de plus en plus. Vous allez créer une boîte, un jour, on recevra une vingtaine de courriers. Et puis ça existe depuis longtemps, hein, mais maintenant c'est beaucoup plus facile. Et donc la conclusion qu'on avait mis là sur le site, c'était bah, direction de la répression des fraudes, là, ou alors vous allez voir commissariat ou gendarmerie, puis vous venez, puis ils vont faire une photocopie du truc, et puis ils vont comptabiliser cette fraude pour essayer de la faire arrêter. Bon, entre nous, je vois pas comment ils peuvent l'empêcher, vu que ça part directement de l'étranger. Donc ça, ils l'arrêteront jamais. Je crois qu'ils ont. J'étais tombé sur un papier là. Je vois pas comment ils pourraient l'arrêter parce que c'est des données c'est juste par la poste, donc ça peut partir de n'importe où. Il faudrait retrouver quel est l'imprimeur qui a fait ça. Alors je suis à peu près sûr qu'il n'y a rien du tout. Donc vous pouvez même pas savoir qui l'a imprimé. Pourquoi du comment? Alors il suffit de passer la frontière, de le faire partir d'Allemagne et puis c'est gagné. Donc ça va être dans l'avenir, va y en avoir de plus en plus, de plus en plus. Et voilà. Donc en fait, en gros, vous recevez quelque chose, il faut être dubitatif. Vous essayez de donner un coup de téléphone à un truc, normalement une ligne gratuite, pour essayer d'en savoir plus. Et surtout, vous payez pas par carte directement. Si vous voyez quelque chose avec une espèce d'urgence, là, c'est complètement bidon. Vous pouvez quasiment le jeter. Vous pouvez le mettre de côté au cas où, là, mais la plupart du temps, si vous n'arrivez pas à retracer qui ça peut être et que ça ne fait pas partie de la liste de quelque chose qui est plus ou moins parapublic, bah, c'est de la sollicitation. Vous pouvez faire affaire ou pas affaire. Il y a pas d'urgence, c'est pas la peine de se jeter dessus. Voilà. Alors qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur les sollicitations? Ouais, ben la méthodologie. Appliquez la méthodologie qu'on a fournie là en 4 points. Et au pire, de toute façon, il y a un numéro de téléphone. Vous pouvez toujours donner un coup de téléphone pour, pour nous demander. On vous dira, vous prenez le truc en photo, vous nous l'envoyez. Et après, au pire, on fera une fiche pour dire que tel bidule, tel courrier est un peu limite par rapport à la légalité. Bah, c'est bon pour moi. Donc, bah, demain, 16h,
On va voir de quoi on va discuter.